Mesdames et messieurs, merci de nous avoir rejoints pour ce forum d'échange. Ça se discute. Nous allons évoquer deux sujets aujourd'hui. Cette création de médailles militaires au profit des forces armées béninoises, décision annoncée en Conseil des ministres, et la réhabilitation annoncée des infrastructures éducatives sur toute l'étendue du territoire. Également une décision du Conseil des ministres de ce mercredi. Nous allons faire le tour de ces deux questions avec Julio Tometti. Bonsoir. Bonsoir François-Xavier Nouma, bonsoir au plateau et aux téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes analyste politique juriste et gérant du cabinet juriste et associé. Et Eloge Francis Attali, bonsoir. Bonsoir. Expert, vous êtes analyste politique également, expert en gouvernance. Alors Julio Tometti, je commence par vous. C'était dans le pipeline, c'était dans l'air du temps, ça avait été évoqué. Là, on en est à la matérialisation. Le Conseil des ministres a décidé de la création de ces médailles militaires au profit des forces armées béninoises. Deux médailles, la médaille de la défense nationale et la croix du combattant. Déjà, quelle est l'opportunité de la création de ces mérites? Vous savez, quand j'ai entendu parler, j'ai d'abord eu une pensée pour nos vaillantes forces de défense et de sécurité. En tenant compte du contexte, on ne peut que avoir, de la mémoire pour ceux d'entre eux qui ont eu des séquelles, ceux d'entre eux qui ont eu à perdre la vie en défendant en fait l'intégrité du territoire national. Et dans un pays comme le nôtre, en tenant compte du contexte, nous devons à chaque fois, d'accord, avoir du répit pour reconnaître en fait à nos fils leur mérite, ce qu'ils font pour l'ensemble au prix de leur vie. Vous l'auriez noté, en fait, tout l'investissement humain et militaire et matériel qui a été fait ces dernières années, d'accord, pour les forces de sécurité et de défense, notamment dans la défense de l'intégrité du territoire, à travers notamment, en fait, les incursions djihadistes et terroristes dont nous sommes victimes. On ne peut pas faire tout cet investissement-là, d'accord, et laisser le côté humain de côté. Le côté humain, c'est la reconnaissance, en fait, que l'on peut avoir pour ces gens-là. Ce n'est pas, en fait, du matériel, ce n'est pas de l'argent, mais, en fait, que, en fait, la nation reconnaisse, en fait, à ceux-là, le mérite, en fait, de ce qu'ils font. Je pense que, en fait, c'est de bon droit et ça a une portée, en fait, qui consiste à davantage, en fait, les garganiser parce qu'ils se disent, oui, ce que nous faisons, nous ne le faisons pas en perte et profit, mais nous le faisons pour une nation qui nous le reconnaît. C'est pourquoi vous l'aviez dit tantôt, deux catégories de médailles. La médaille de la défense nationale pour ceux qui ont fait des services appréciables, qui ont eu un certain nombre d'engagements ou dont la bravoure a permis en fait de sauver aussi bien en fait les populations que peut-être de mettre en déroute des gens qui atteintent à la tranquillité du pays. Et le plus extrême, ceux qui, en défendant l'intégrité du territoire, ont perdu la vie. Ça, c'est la catégorie du croix du combattant. Le nom est bien trouvé, la croix du combattant. Donc, ceux qui, dans l'œuvre en fait, militaire de défense du territoire, ont perdu la vie. Donc, en fait, c'est, comme je disais tantôt, une reconnaissance méritée de la nation envers ses fils qui, du jour comme de nuit, travaillent à nous garantir la sécurité, à ce que nous puissions chacun dormir en fait dans nos lits la nuit et avoir la certitude que demain nous allons nous réveiller sans encoche. Donc c'est de bon droit et je pense que là on a trouvé le bon bout au-delà de tout ce qu'on a fait, comme je le disais tantôt, en termes d'investissement matériel et humain, d'accord, pour davantage conforter en fait notre armée. Donc c'est de bon droit, mais il faut reconnaître que en fait on peut le truc là, les ordres de mérite, les forces de défense et de sécurité étaient déjà dedans. D'accord, il faut le reconnaître, mais c'est, un mérite à titre particulier en tenant compte de leurs fonctions. Sinon, j'ai suivi la dernière fois notre chancelière, la première dame, en faisant le rapport en fait de tout ce qui a été fait pour le compte de l'année 2023. Les forces de défense et de sécurité ont eu environ 23-24% en fait dans les chiffres qui étaient annoncés pour les dossiers étudiés, ceux à qui on a donné avis favorable, ceux qui sont même encore en instance en fait de recevoir les décorations. Donc ils étaient déjà présents, mais ici c'est une touche particulière que l'on fait, d'accord, en tenant compte du contexte dans lequel nous sommes. Le Francis Attali,
même compréhension de cette décision. Oui, mais vous savez qu'une distinction, c'est en fait un symbole. C'est une marque de reconnaissance à des citoyens particulièrement méritants. Et pour le cas d'espèce, il s'agit des éléments des forces de défense, des personnels des forces de défense et de sécurité. Je crois que ça fait un moment que le gouvernement fait l'effort de s'intéresser à la situation de ceux qui, dans le cadre de la défense du territoire, perdent leur vie. Le gouvernement allait jusqu'à s'occuper de une loi pour prendre en charge les enfants, les orphelins, et veiller à ce que jusqu'à 21 ans, ils aient quand même un meilleur suivi par rapport aux études. Et à ce titre, il faut remercier, ça veut dire qu'il y a eu un effort supplémentaire qui a été fait parce que là, nous sommes dans un champ particulier, nous sommes en train de connaître des mutations, nos États ont de nouveaux défis et il faut doper le moral évidemment de ceux qui ont en charge la préservation de la sécurité. Et c'est à ce titre que je trouve que la mesure est salutaire. C'est vrai que j'avais quelques griefs parce que je sais qu'au niveau sur des théâtres, par exemple, où il y a les terroristes, vous avez des éléments des forces de défense et de sécurité, mais vous avez aussi les éléments de la police nationale. Mais il paraît que ceux qui sont de la police ne sont pas traités de la même façon que ceux qui sont de l'armée. Je profite de l'occasion pour dire qu'il faut qu'il y ait une attention particulière pour qu'il n'y ait pas du deux poids, deux mesures. Veillant à ce que notre police nationale soit aussi au fait. Je sais que le chef d'État, en créant cette police nationale, avait des projets particuliers et des ambitions nobles pour cette police. Quand vous les voyez au carrefour, et parfois vous êtes intéressé par la qualité de l'habit. Il paraît que chaque année, on doit leur renouveler l'habit, mais curieusement, sur les 7 ans passés, il paraît que ce n'est que 2 fois. Oui. Maintenant, avec l'Odjigbe... Donc, faisons ça. Oui, mais il faut qu'on puisse actionner. Je ne sais pas s'il y a eu un budget mis à disposition qui n'a pas été... En tout cas, on a vu utilisé. Parce que le chef d'État est méticuleux. Si vous suivez dans son entretien avec la délégation du Parti des démocrates, quand le président Elie Ondieté lui a suggéré un certain nombre de postures à avoir relogé quelques soldes quelque part, il a dit, mais ça... il a qualifié, je ne vais pas requalifier en fait le terme ici, pour dire que c'est un bon gestionnaire et il n'est pas dans les magouilles. S'il y a quelque chose qui tourne mal, il vaut mieux qu'on tape fort pour veiller à ce que nos forces de sécurité et de défense soient au fait. Et puis nous avions, pour la sécurité, il n'y a pas que les forces de défense, les militaires, les unités, enfin les personnels militaires. Je mets l'accent sur la police parce que, écoutez, nous avons 12 000 policiers actuellement, police nationale. On a un seul DGPR. Police républicaine. On a un seul DGPR. On n'a pas un adjoint. Et en fait, celui qui est là, il fait l'adjoint de mon père. Mais depuis que lui est là, il n'a pas d'adjoint. Mais il peut être surhomme, hein. Mais écoutez, on a besoin il a quand même des collaborateurs. Il a un cabinet. Voilà. Mais que de la loi. Bon, ça, je ne sais pas. Bon, donc il faut qu'il y ait que dans les meilleurs délais qu'on ait un adjoint pour que nous assurons qu'au niveau de la police, il n'y a pas de problème. Vous avez un intérêt particulier à la police Non, je suis un citoyen, je suis extrêmement sensible. En tant qu'observateur attentif de la vie politique nationale et internationale, il y a des sujets sur lesquels il ne faut pas transiter. Notamment la question de la sécurité, de la santé et de l'éducation. Et c'est à ce titre que la thématique d'aujourd'hui, vous avez pris un autre volet qui concerne les infrastructures sanitaires et scolaires. Ça veut dire qu'il y a une question qui touche à la sécurité, que nous abordons, avec les distinctions qui sont attribuées, la médaille de la défense nationale, mais aussi la croix du combattant. Mais pour la seconde thématique, vous évoquez des questions liées à l'éducation, aux infrastructures, à la santé. Je crois que c'est des pôles stratégiques de développement. C'est à cela que j'ai trouvé que vous avez été très ingénieux en choisissant. C'est le Conseil des ministres qui nous offre ces suggestions. Donc, il faut saluer le gouvernement qui a vu juste. Une distinction, c'est une marque de reconnaissance à les citoyens. Et quand les citoyens se sentent en fait encouragés par les décideurs, ça veut dire ça dope leur morale et ça pousse à faire davantage mieux. Je crois que les soldats qui sont grièvement blessés dorénavant seront pris en compte parce que la médaille, je crois, et puis ceux qui décèdent sur les théâtres seront aussi pris en compte. Je crois que le gouvernement, c'est un gouvernement responsable et à ce titre, je ne peux que lui décerner un satisfecit. Oui, au moins pour
le traitement, la logistique, en tout cas les habits, les uniformes aujourd'hui. Avec l'ODIB, on peut dire que les forces, en tout cas tous les autres militaires sont, on va dire, on peut raisonnablement espérer qu'ils soient logés, qu'elles soient toutes logées à la même enseigne, en tout cas. Je ne suis pas dans dans l'économie du pouvoir, oui. Mais je peux peut-être oser dire que peut-être parce qu'on n'a pas renouvelé les contrats qui couraient jusque-là en perspective de ce que nous pouvons avoir peut-être de meilleures productions à l'ODIB, comme vous le dites. Donc ça peut expliquer en fait la remarque de Francis Yattane de ce que on n'a renouvelé que une seule fois depuis 2 fois sur 7 ans. Depuis, donc attendons un peu quelques temps pour voir véritablement. Encore que en fait ce dont vous parlez relève de, comment je peux dire, ce n'est pas l'essentiel. Quand bien même ce n'est pas de moindre valeur ou bien de moindre mesure, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, quand vous demandez aux forces de police républicaines, pour eux l'essentiel, c'est comment dire, d'avoir en fait les moyens matériels pour travailler, les moyens financiers pour percer en fait les renseignements, puisque pour ce que nous savons, la police travaille sur 2 éléments fondamentaux. C'est les renseignements, puisque c'est sur la base, vous ne pouvez agir que sur la base d'informations. Donc, avoir les moyens logistiques, techniques qu'il faut. Et la dernière fois, nous en avions entendu parler de la création de cette structure qui remplacera bientôt l'OCRC, qui pas remplacer, mais qui prend les attributions, en fait, quelques attributions nationales d'investigation numérique, qui sera plus fortifiée. Donc, en termes de renseignement, je pense que davantage, en fait, la police a ce qu'il faut. L'autre élément, en fait, c'est les armes et tout ce qui va avec. Maintenant, l'accoutrement, la posture, c'est aussi bien. C'est ce qui peut nous intéresser, nous citoyens. Nous voulons être fiers de notre police que nous voyons, en fait, peut-être les mieux habillés, les mieux présentables que possible. Et donc, c'est justifié, mais pour dire, en fait, que, bon, on met les uns à côté des autres pour que, in fine, nous puissions avoir une police ou bien la police républicaine dont nous rêvons. Au niveau, en fait, des forces armées, il faut dire, l'autre problème, c'est la coopération entre les deux. Parce qu'on ne peut pas parler de l'un sans les deux. Et François Attali l'a fait remarquer. En fait, ce que nous savons, nous ne sommes pas dans le secret des dieux, mais pour la plupart du temps, en termes de renseignement, c'est vrai que sur les théâtres, c'est souvent les forces armées, mais en termes de renseignement, en termes d'information, bien de sécurité d'information, c'est beaucoup plus en fait la police républicaine. Et donc, une coordination en fait des actions bien des forces permettent d'atteindre en fait des résultats en termes de prévention. Parce que lorsque le fait est là, c'est souvent difficile parce que en ce moment-là, les assaillants ont toujours une longueur d'avance sur vous si en fait les mesures préventives ne sont pas aussi efficaces pour contrer quelque peu leur velléité. Je pense que par rapport à ce que vous dites, c'est qu'on l'a vu sur le terrain avec les images, en tout cas l'opération Mirador, qui a une patrouille, forces armées, police, mais on peut supposer que les policiers sont là également, et surtout pour les missions de police judiciaire, pour le renseignement, pour en tout cas patrouiller dans les villes, mais quand il s'agit de missions de combat, que ce soit les forces armées qui sont au premier plan. La cohabitation est un fait sur le terrain, quand vous allez sur les théâtres. Mais ce que je fais constater, c'est que, parce que j'ai fait une investigation, et je sais que les éléments de police qui sont déployés sur le terrain, ils n'ont pas les gilets pare-balles comme les autres, ils sont à leur calache. Alors, il faut qu'ils soient suffisamment... Non, on en a vu quand même, l'opération Mirador. Je vous parle de choses sérieuses. Oui. Je veux que le chef d'État, en fait, ait un regard plus attentif sur ce qui se passe. Quand j'ai parlé des uniformes, je suis... Regardez en Suisse, regardez au Danemark, il y a des pays qui m'intéressent. Et quand je vois la tenue, en fait, qu'on nous veuille ou non, la tenue aussi de la police compte.
Hein? Bon, vous voyez que ici, ce que nous connaissons, c'est le bleu sur le bleu foncier là, que les gens portaient. Mais ce qu'on a changé, c'est le truc kaki là, qui parfois au soleil subit quelques. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais écoutez, il faut qu'on fasse en sorte que le policier soit bien habillé et qu'il soit bien équipé, parce que dans les missions, on les voit dans la cohabitation avec les forces et de sécurité. Le Bénin gagnerait surtout à sécuriser davantage son territoire, compte tenu des défis sécuritaires que nous avons. Il faut prévenir. Nous ne sommes pas souvent dans la dynamique proactive. C'est ce qui fait parfois que les gens sont surpris par ce qui arrive. Or, depuis un moment, je crois que nous avons beaucoup de postes avancés. Nous avions pris des ressources, nous avions créé des lignes pour avoir une dotation afin de nous équiper en matériel dédié à la lutte contre le grand banditisme, contre le terrorisme. Donc, il faut évidemment, tout en reconnaissant les mérites au personnel militaire, il faut mettre un accent aussi particulier sur la police républicaine, parce que c'est le duo qui nous permettra d'atteindre les objectifs de sécurité, surtout que nous sommes dans la réflexion à perspective Bénin 20-60. Je ne savais pas que vous étiez devenu journaliste d'investigation, mais on va faire foi avec ce que vous dites. L'autre question par rapport à cette décision, c'est vrai que Eulogio Francis Atade l'a rappelé tout à l'heure. On peut dire qu'aujourd'hui qu'il y a un package, un tout. Il y a les moyens qui sont mis à disposition. L'État, on peut le dire, n'a jamais fait autant d'investissements en ce qui concerne le matériel, même s'il y a raisonnablement beaucoup de choses encore à acquérir. Il y a de nouveaux vecteurs qui sont annoncés, des drones. Il y a le dispositif législatif aussi qui a été aménagé. Aujourd'hui, il y a cette partie relevant de la reconnaissance de la nation qui est aussi actée. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'au-delà de la situation conjoncturelle liée à ces incursions de terroristes, que dorénavant, l'armée ne sera plus simplement une variable d'ajustement? C'est-à-dire qu'on n'a jamais pris ça en griffe au sérieux. L'armée, c'est toujours l'armée, mais bon, on ne n'y prend vraiment pas garde à part le 1er août. On gère les affectations, les promotions et on passe à autre chose. Est-ce que raisonnablement on peut espérer que comme tous les autres secteurs, l'armée soit dorénavant, prise en compte de façon pérenne avec les missions d'entraînement, la qualité des hommes, leur préparation de façon constante en temps de paix comme en temps de guerre? Oui, vous savez, d'abord, il faut dire que la sécurité est une question de tous les jours. Et c'est pas une question conjoncturelle. Là, on peut avoir, pour dire que peut-être d'un temps à l'autre, ce moment va passer et on va retomber peut-être dans nos anciennes pratiques. Non. La sécurité est une question de tous les jours. Et donc, l'attention, dont bénéficient aujourd'hui les forces de défense et de sécurité, c'est une attention, qu'on peut dire, une attention méritée. L'autre chose qu'on peut voir, en fait, dans, un peu plus sur le plan politique, vous l'observerez un peu dans la sous-région, c'est la plupart du temps, les bouleversements des ordres constitutionnels induits par les forces armées, c'est la plupart du temps lorsque ces derniers ne sont pas écoutés, lorsque ces derniers ne sont pas pris en compte, lorsque les besoins de base pour faire ne serait-ce que leur travail en fait de défense de l'intégrité du territoire, lorsque les objectifs en cette matière ne sont pas atteints par les politiques, c'est ce qui amène en fait une cristallisation en fait des rapports entre l'armée et les acteurs politiques ou les gouvernants, ce qui peut déteindre en fait sur ce que nous avons observé il y a quelques mois dans la sous-région. Donc, au-delà de questions d'intégrité, c'est une question de stabilité dont il est question. Donc, la prise en compte de ces acteurs aujourd'hui, mettre les moyens à disposition, les galvaniser davantage, leur assurer en fait, comme nous sommes en train de le faire, en fait, une certaine reconnaissance, participe en fait d'une politique, d'accord, qui permet en fait de mettre en fait ces acteurs-là au cœur de la gouvernance, notamment par rapport à la question sécuritaire, pour que en fait, en toute intelligence, en fait, nous puissions avoir le meilleur en termes de sécurité pour nous, notamment comme je disais tantôt, pour la garantie de l'intégrité territoriale et pour la stabilité sociopolitique. Donc, lorsque vous avez ces deux acteurs, bien ces deux facteurs qui sont combinés et donc qui travaillent très bien, nous n'avons pas de raison de nous inquiéter.
c'est vrai, on aura tendance à croire que par le passé, on avait quelque peu délaissé l'armée, mais comme vous le dites, c'est en tenant compte toujours des circonstances ou bien de l'atmosphère qui règne. À certains moments, il y a de cela 10 ans, 20 ans, on ne pouvait pas imaginer que le Bénin serait en but à des attaques terroristes. Donc, à partir du moment en fait, d'où ma question. En réalité, est-ce que ce n'est pas le mauvais raisonnement? L'exemple est simple. Quand vous prenez l'armée de l'air. Non, ce n'est pas le mauvais raisonnement. En fait, vous savez, est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait... Non, vous savez, regardez un peu, même au sein de l'opinion publique, à un certain moment, on a souvent l'impression, on avait l'impression que, en fait, les militaires, quand je vous le dis comme ça, ils ne servent pas à grand-chose. On ne les voit qu'au 1er août, on ne les voit que pendant les élections pour conduire les unes, et qu'ils ne sont que dans leur caserne, ils ne sont que dans les camps se reposant. En fait, on ne voyait pas véritablement, en fait, le rôle, en fait, des forces armées. C'est ce que... Mais la faute à qui? Aux politiques? Bon, on peut dire la faute aux politiques. C'est pourquoi, en fait, lorsque, à l'avènement du président Boniaï, la question de génie militaire était venue, les gens ont applaudi pour dire, bon, au moins, les militaires serviront à quelque chose dans, peut-être, les infrastructures précaires que nous avons eu. Donc, en fait, c'est ce à quoi était résumé notre armée. Mais aujourd'hui, l'armée est face à des défis plus grands. Et donc, en face des défis plus grands, en fait, il faut redéfinir, en fait, quelque peu la politique militaire, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, puisque vous savez, comme vous êtes dans un pays où tout est à faire, où tout est à refaire, vous n'agissez que lorsque, en fait, le défi est là devant vous. Donc, on ne peut pas peut-être reprocher, en fait, ce laxisme-là, peut-être aux gouvernants passés, parce que peut-être le contexte leur offrait de faire ce qu'ils ont pu faire. Donc, aujourd'hui, les défis sont autres, et donc les politiques vont avec ces défis-là. Voilà, même question. Est-ce qu'on peut espérer qu'aujourd'hui, au-delà du contexte sécuritaire, en tout cas de ce contexte qu'on espère conjoncturel, que voilà, nos politiques aient en tout cas de vrais dessins pour l'armée? Je donnais l'exemple caricatural qui peut paraître caricatural pour l'armée de l'air. On se réjouit d'avoir des vecteurs, des vecteurs aériens, mais en temps normal, une armée de l'air doit avoir des vecteurs, puisque pour piloter, on les voit régulièrement, pour piloter, il faut faire un minimum d'heures, il faut s'entraîner régulièrement et ne pas attendre qu'on soit en situation parce qu'on aura perdu du temps. Est-ce que vous pensez qu'on peut assister à un changement pérenne de logiciel? Oui, je crois, parce que vous savez que vous m'obligez à aborder deux aspects. Le premier, c'est qu'en situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. C'est le contexte qui explique le déploiement des forces et des moyens. Bon, il y a aussi que nous devons développer des facultés d'anticipation, dorénavant par rapport aux enjeux sécuritaires que nous avons. Mais écoutez, j'ai évoqué, en fait, dans mes analyses tout à l'heure, qu'il y a un aspect sécuritaire du territoire qui me préoccupe, notamment la police. Or, la police, c'est dans la tête et non dans les muscles. On a le sentiment qu'on a beaucoup fait fonctionner les muscles que la tête. D'où l'intérêt de développer une nouvelle stratégie de la sécurité au Bénin, de sorte que les policiers n'aient pas la gâchette facile. Je ne sais pas quel rapport de la Commission béninoise des droits de l'homme, on sera bientôt. Bon, ils ont d'autres problèmes pour le moment. En fin d'année. Pas sûr qu'on ils ont leurs problèmes à régler. Sur le sujet, parce que moi je veux que nous puissions professionnaliser davantage ces pôles de développement. Vous savez que la police et la défense sont des piliers importants de développement et même des intrants de développement. Vous ne pourrez pas mettre en place une politique de développement s'il n'y a pas la stabilité des institutions. Et je crois que Julien a bien fait de mettre le focus sur les confrontations souvent explosives entre l'armée et les politiques, ce qui provoque l'éruption des politiques des militaires sur la scène, avec une parenthèse sur les tests constitutionnels. Bon, maintenant, c'est quand le dialogue s'installe et que les doléances sont prises en compte, on peut anticiper sur les crises. Et c'est à cela que nous appelons les dirigeants. La question, par exemple, de la sécurité, le défi qui est le nôtre aujourd'hui, et qui oblige à ce que nous puissions nous suréquiper. Nous équiper. Non, mais on n'est pas encore suréquipé. Nous équiper. Que l'armée de l'air, quelques avions pour voler, bon, ça c'est de l'équipement, c'est pas du suréquipement. Les ennemis de la paix qui posent des actes attentatoires à la liberté et à la quiétude oblige à ce que nous déployions des moyens. Mais écoutez, vous savez que si vous les intimidez pas, parce que parfois ils sont plus en plus équipés par endroits dans certains pays plus que l'armée régulière. Bon, il vaut mieux que nous ayons l'équipement adéquat pour effrayer. La dissuasion aussi peut contribuer à stabiliser les États. On est d'accord. Vous savez qu'on dit dans les grands pays, les puissances,
que la possession de l'arme atomique c'est la dissuasion. Sanctuarise votre territoire. C'est un sanctuaire. Quand quelqu'un veut vous agresser, il dit il y a la bombe atomique. Donc on sait qu'on ne peut pas attaquer et on est obligé d'aller au téléphone rouge pour apaiser les tensions. Donc nous avons intérêt à doter nos forces armées de défense, mais aussi à faire des mises à niveau, c'est-à-dire des exercices pratiques de mise à niveau pour que nous renforcions leur capacité opérationnelle d'intervention et surtout les amener à des actions d'anticipation. Il faut veiller à ce que nous soyons capables d'anticipation. C'est vrai que nos forces de défense et de sécurité, ils ont à faire le procès, en fait. C'est parce que, de façon classique, ce qu'on connaissait d'eux, ils sont dans les casernes. Bon, c'est pas parce que c'est la grande muette qu'il faut se taire. Il faut évidemment que nous ayons une police au fait, des forces de défense et de sécurité au fait. Et l'État, actuellement, est en train de faire des efforts qu'il faut saluer, parce que cet accompagnement assure et prouve qu'il y a un intérêt particulier à veiller à assurer la sécurité à tous les citoyens au Bénin. Maintenant, c'est peut-être malheureux que ce soit le contexte qui nous oblige. On aurait pu équiper nos différentes unités, parce qu'on sait évidemment que lorsqu'on a les forces aériennes, il y a quand même un équipement. Faut voir, nous avons par exemple les sapeurs-pompiers, vous avez vu que c'est suite à certains incidents malheureux, certains drames, comme celui d'Assa et autres, qu'on a dit non, il faut quand même faire des commandes pour équiper. Non, il faut qu'on anticipe. Dorénavant, il faut qu'on anticipe. Qui est un vrai politique. Donc, c'est à ce titre que je dis que le gouvernement fait des efforts. Oui, évidemment. Il faut que nous travaillions pour avoir les ressources des défis qui sont les nôtres. Puisque si nous devons compter sur les partenaires pour financer notre sécurité, c'est pas évident. Vous savez que les États sahéliens nous ont enseigné quelque chose. Dorénavant, c'est eux-mêmes qui financent leur propre sécurité. Oui, bon, c'est ce qu'ils disent. On l'a vu à Kidal, c'est pas que des femmes qu'on a vu devant, donc c'est bon. Ça, c'est un autre débat. Julio Tometti, pour finir sur cette question, peut-être est-ce le moment d'ouvrir un peu plus, au gré de cette décision, de rapprocher un peu plus, de conforter, de consolider ce lien entre la nation et son armée, en ouvrant, je ne dirais pas ouvrir les casernes, mais en expliquant un peu plus pour qu'il y ait cette connexion pas toujours évidente entre la population et son armée. Parfois, il y a des questions qui se posent. On ne parle pas forcément de l'armée de l'air. À la suite de la diffusion de ces formats de l'opération Mirador, beaucoup se sont étonnés, par exemple, qu'il y ait des pilotes étrangers qui soient dans nos vecteurs aériens. Beaucoup ne savent pas que, quand même, pour piloter un avion, il faut avoir des milliers d'heures d'entraînement, surtout dans le domaine militaire. Donc peut-être qu'il y a des choses à expliquer aux gens pour qu'ils comprennent comment l'armée fonctionne et dans le but de rapprocher un peu plus la population, de créer un lien de confiance important quand même pour les défis auxquels on a à faire face. Il faut qu'on produise la sécurité. C'est pourquoi le citoyen doit compter. Acteur. Je suis d'accord avec vous, le citoyen doit beaucoup compter. C'est en fait l'autre pan de la question qui reste à faire. J'étais aussi très fidèle tout à l'heure quand, Francis Sorata parlait de la question de la notion intellect en fait de la sécurité, que ce n'est pas seulement dans les muscles. C'est pourquoi vous l'auriez remarqué, vous savez, dans le contexte béninois, on a souvent évité de mettre en fait les populations directement en contact avec les militaires, parce que ça ne se passe souvent pas bien. Et donc c'est pourquoi en fait les autres acteurs, c'est-à-dire la police républicaine, par rapport aux questions de renseignement, les mécanismes d'information à mettre en place, les éléments de sensibilisation, les éléments de langage qu'il faut avoir vis-à-vis des populations pour tel ou tel. Parce que vous l'aurez remarqué, il y a dans la région septentrionale, en fait, à des moments donnés, un certain nombre de rumeurs qui fusaient d'un peu partout. On dit qu'on a vu en fait des forces étrangères, on a vu des bases militaires, alors que cela participe en fait de l'activité régulière des forces de défense. Parce que en fait, c'est quoi? Il y a ce qu'on appelle les simulations, par exemple. Vous ne pouvez pas, les simulations, c'est les questions de tous les jours. Cela participe des entraînements. Et
généralement, vous avez peut-être même des moniteurs étrangers parce que, en fait, la sécurité, ce n'est pas qu'une question, je suis enfermé dans mes 4 murs, je développe, mais tout là. Encore que des notes vont sur des théâtres internationaux, d'autres viennent pour renforcer les notes. En fait, donc, il y a ce qu'on appelle la coopération militaire sur tous les plans. Donc, c'est des éléments qu'il faut expliquer en fait aux populations. Et qui mieux pour gérer cet aspect-là, si ce n'est que en fait la police républicaine qui constitue en fait la base arrière d'information, de couloir de transmission entre les populations et les mesures en fait sécuritaires qui sont en train d'être mises en œuvre pour avoir la coopération en fait des populations. Parce que s'il n'y a pas cette coopération-là entre population et les acteurs qui assurent notre sécurité, je ne pense pas que les objectifs seront atteints. Parce qu'en termes, les gens vous le diront, même en termes d'information, les populations des fois informent mieux. Quelqu'un a dit la dernière fois, dans les marchés, dans les salles, un peu partout, en fait, tous les endroits, les coins, les recoins sont vecteurs d'information. Et à partir de ce moment-là, je pense, en fait, la police républicaine a ses couloirs d'information et de sensibilisation. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus la question de sensibilisation pour que les politiques sécuritaires mises en œuvre soient en adéquation avec la compréhension que les populations pourraient avoir de ça. Sinon, très vite, nous pouvons avoir en fait un certain nombre de revers. C'est ce que vous observerez. Et bon, en fait, vous l'avez dit tantôt, l'attelage législatif aussi a permis de réguler ça lorsque les gens lancent parfois des fausses rumeurs ou bien des fausses alertes, d'accord, pour faire peur, pour déconstruire en fait la politique sécuritaire mise en place dans une région ou dans une autre parce qu'on a donné une fausse alerte. Imaginez lorsqu'on donne une fausse alerte, tout ce que ça peut mettre en branle en termes de personnes, d'équipements ou bien de moyens. Et après, on se rend compte que ce n'est pas le cas. On a un adage chez nous qui dit, comment dire, j'ai oublié un peu sa plaisanterie, a fini par le tuer parce que lorsqu'on fait des alertes qu'il ne savait pas, peut-être au moment où des choses sérieuses vont apparaître, on va prendre du temps pour dire, on va vérifier l'information avant d'agir et ça peut être très tard. Donc, au-delà de tout ce que nous faisons, de ce qui est en train de faire, il y a cette question-là, Francis Souloureata l'a évoqué, c'est comme un plaidoyer qu'il faut prendre en compte. Au niveau de la police républicaine, il faut travailler aussi à équilibrer un peu pour que ils ne se sentent pas être en déphasage de ces aspects de reconnaissance qui sont en train de mise en œuvre parce que eux aussi, ils sont acteurs, en fait, de ce dont nous parlons. Donc, ça va permettre de cette façon que tout le monde soit dans le même état d'esprit pour que les objectifs en termes sécuritaires soient atteints. Et là où nous sommes, je pense que nous avons nous sommes sur le bon chemin. Donc, il ne reste que, nous allons continuer à le dire, comme les gens comme Francis Souloureata dit, lorsqu'il y a des impairs, lorsqu'il y a des trucs là, le rôle c'est d'attirer l'attention, d'accord, non pas pour critiquer forcément, mais d'attirer l'attention, peut-être que ça peut échapper d'une certaine façon. Et c'est là aussi la contribution citoyenne, ce que nous faisons ici tous les soirs. Voilà, vous savez que ce que nous faisons en fait, nous sommes dans la vertu. Nous disons ce qui doit être. À charge pour ceux qui doivent commenter, de commenter. Oui. Vous savez évidemment qu'il y a des communications pernicieuses sur la sécurité. Oui. Bon, le chef de l'État a été obligé, je crois, avant de recevoir les démocrates, il a fait une séance avec les hauts de la police. Oui. Ça veut dire que c'est une préoccupation. Dans le grand oui. Voilà. Je crois que à l'issue du Conseil, on peut retenir que c'est une décision, mais il faut que le décret soit pris. Bon, je crois que c'est dans le jour prochain. Hein. Je crois on ne donne pas un délai à un chef d'État. Oui. Mais on aurait aimé que ce soit pris et que le ministre de la Défense... Ce qui a été dit, c'est que ça doit aller très vite. Mais ça ira, mais il faut que ce soit très vite fait. Bon, le ministre soit délégué à la Défense, il a été instruit. Bon, d'accord. Mais après ça, c'est qu'il faut que le chef d'État fasse le suivi. Parce que la question de la sécurité à la défense, moi, me préoccupe. Oui. Hein, il faut que le chef d'État, parce que tel qu'il est devenu président du Conseil national du suivi et de la supervision de cette affaire de Bénin 2060, oui. Mais il faut évidemment que la question de la défense, de la sécurité, jusqu'à ce qu'il finisse son mandat, oui. soit à la prunelle de ses yeux. Bon, on peut supposer que ce soit le cas, puisque on le voit sur le terrain, que les demandes des uns et des autres sont quand même assouvies. Donc ça veut dire qu'ils ont leur règle particulière. J'ai évoqué sur le plateau plusieurs petits faits qui entachent la sécurité. Oui. Hein, je ne vais pas citer des noms, parce que vous savez, je suis après aussi un historien, un chercheur. Oui. Donc je ne peux pas faire usage d'informations fausses. Mais je dois pouvoir dire ce qui est pour que
enquêtes soient menées pour corriger ce qui est corrigible. D'accord. Mais je constate qu'il y a des choses à corriger. À corriger. C'est vrai que vous avez parlé de Claude Jigbe, c'est vrai, mais il y a des contrats qui sont signés avec des structures Oui, pour bon, fournir. ça, Mais il faut aller à la rupture de ces contrats Mais pour que l'industrie. vos investigations. Moi, je dirais justement que peut-être c'est le non-renouvellement de ces contrats qui fait que Claude Jigbe se chauffe. Tout là, pour donner plus de chance à Claude Jigbe. De toute façon, juste pour finir, est-ce qu'il faudra, lors du 26 octobre, le 26 octobre passé, le consultant politique Agapit Nampaloma Fréquent le proposait, peut-être pas le 26, peut-être un autre jour, c'est selon, mais sur l'idée, est-ce qu'il va falloir créer un jour spécial pour les forces de défense et de sécurité dans leur ensemble, pour que les casernes soient ouvertes, pour que les plus jeunes puissent aller à la rencontre de ces forces? Est-ce qu'il faut aussi, pour consolider un peu tout ça, le lien nation-armée ou le lien nation, disons, tout le monde sécuritaire, ailleurs on appelle ça journée du service, est-ce qu'il va falloir créer quelque chose de spécial pour que les populations puissent se familiariser encore plus avec les... Très belle initiative. Et puis, il faut saluer le consultant Agapit pour avoir proposé ça. Je crois qu'en Russie, il y a encore quelques mois, on a ouvert, et les citoyens ordinaires sont allés, même concevoir les chars, depuis la première fabrication jusqu'à la dernière génération. Et ça peut créer des vocations. Ben oui, si c'est ça. Donc je crois que c'est une très belle initiative. Il faut qu'on ait une journée nationale de la défense et de la sécurité, que ce soit une journée porte ouverte et que les citoyens soient en mesure d'aller échanger avec ceux qui sont encore kaki, parce que vous savez évidemment que c'est d'abord le treillis est assez dissuasif. Quand on voit, il y en a même qui ont la touille quand ils voient un policier. Oui. Bon, est-ce que ça subsiste encore, le mythe du treillis ou le mythe... Ah, mais oui, ça subsiste. Surtout depuis que le mal de la cybercriminalité a connu une expansion. Lorsque les policiers débattent quelque part, même dans un bar, si vous êtes là en train de prendre un pot, vous voyez la débandade. Donc ça continue, évidemment, de créer la peur. Et c'est la peur du gendarme qui ouvre la porte de la sagesse. Et nous devons donner plus de valeur. Il faut redorer le blason de la police. C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas que ce soit dans les muscles, parce qu'à un moment donné, il y a trop de cachettes faciles. Dans plusieurs quartiers, on a vu qu'on a abattu. Mais il faut qu'on fasse en sorte que ce soit les investigations. Je suis beaucoup plus les films policiers, pas les films ordinaires là. Hein. Oui, des réalités, hein, parce que crime district, bon, je ne vais pas faire l'apologie de cette chose, où vous voyez des enquêtes sérieuses se mener. Il faut que notre police d'investigation fasse des enquêtes sérieuses. Ils le font. On ne peut pas dire qu'ils ne le font pas. Merci bien. Je crois que vous êtes fils de policier, certainement. Non, il n'est pas fils de policier, mais il le faut. Ah oui, en fait, il faut déconstruire quelque peu en fait le mythe ou la phobie autour des forces de défense, parce que vous savez, lorsque vous êtes dans une rue et que vous voyez deux militaires par exemple, en même temps on commence pas à se poser des questions, tout le monde commence pas à avoir une certaine peur. Et justement, les acteurs politiques des fois utilisent ça pour faire peur ou pour dissuader d'une certaine façon. Non, il faut remettre dans le conseil béninois que les forces de défense et de sécurité dans leur ensemble, au-delà de tout, c'est pour notre sécurité. Lorsqu'il arrive qu'ils, interpellent un des nôtres, c'est parce qu'à un moment donné, celui-là devient une menace pour l'ensemble. Comme je le dis, dans le système judiciaire, il faut les stiper, en fait, du lot. Donc, en fait, prioritairement, il faut commencer par travailler à mettre ça. Moi, il y a eu, beaucoup vous le diront, bon, pendant un temps passé dans la zone comment on appelle, Kangezola, c'était un peu compliqué pour moi, parce que quand vous voyez les statues avec les tours de char, même en représentation, hein, pour tout le monde, c'est déjà presque le danger d'une certaine façon. Donc, et le mythe autour de la chose fait que, en fait, le citoyen a, comment dis-je, est-ce que c'est une certaine peur, une certaine façon, quand bien même on ne se reproche rien. Donc, il faut travailler à faire en sorte que, en fait, dans notre circonstance, on puisse intégrer que les forces de défense et de sécurité, ils sont là d'abord prioritairement pour nous. Et leur formation fait que, ils sont même, bon, si on peut le dire, ce n'est qu'une présomption, ils sont même plus nationalistes, ils sont même attachés aux valeurs patriotiques que, en fait, civils que nous sommes. Donc, à partir de ce moment-là, la cohabitation ne devait pas être chose assez compliquée d'une certaine façon. Donc, et ce n'est qu'à partir de ce moment-là, lorsque la confiance règne
entre les populations et les forces de défense et de sécurité, c'est déjà en fait un très bon rempart. L'autre chose, en fait, l'image que nous avons en fait de nos forces de sécurité, il faut parler ici notamment de la police républicaine, et je l'ai noté un peu aussi, je parlais en fait de l'air, tout là, à partir du mois où on a commencé par mettre, comment dire, les militaires à bord des camions de transport de marchandises pour quoi que sécurité ou bien détournement. En fait, la question de la corruption. La question de la corruption, sur tous ces plans, hein, en fait, c'est ça qui fait que, de cette manière, l'idée ou l'impression que nous avons de notre police peut être quelque peu entachée. D'accord? On voit la police comme celui-là qui est là pour nous créer du tort, quand bien même nous sommes peut-être en faute vis-à-vis, mais leur comportement qui fait que, d'une certaine façon, les populations ont quelques dédains par rapport à eux. De sorte que vous le verrez, des fois vous voyez peut-être des policiers en difficulté, et des citoyens sont à côté, ils sont contents, parce qu'ils sont en difficulté, parce qu'ils avaient reçu entre-temps peut-être des revers, que ce soit justifié ou non de cette truc-là. Donc, comment dire, il faut donc en ce moment-là, par rapport aux forces de sécurité, faire appel à ce qui existe dans toutes les corporations, à leur déontologie. Ce n'est que ça qui peut aussi, au-delà de tout ce que nous disons, rétablir en fait la confiance, la bonne cohabitation entre forces de sécurité et population. Comme vous trouvez pertinent la position du consultant, une journée du service, une journée pour les forces armées, Non, je ne sais même pas. Moi, je dirais qu'il faut aller même au-delà d'une journée. Il faut aller même au-delà d'une journée. Vous savez, par exemple, l'autre chose que je vais ajouter, les camps de vacances que les gens organisent pour les enfants, c'est aussi un très bon mécanisme de ce truc-là. Les camps de vacances, c'est vrai que nous avons les camps de jeunes filles et tout là, mais en fait, les camps de vacances, aujourd'hui, c'est les privés qui l'organisent. Mais si on peut démultiplier ça pour que jusqu'à un certain âge, ce n'est pas forcément le service militaire d'une certaine façon, mais jusqu'à un certain âge, que les gens soient un peu imprégnés de ce qu'est l'armée, de comment ça fonctionne, de ces différents compartiments et de ce que ça représente en fait dans la vie d'une nation. Je pense que ça va permettre en fait de déconstruire en fait un certain nombre de préjugés, de mythes qu'il y a autour de la chose et qui permettent en fait aux populations de quand même davantage s'intégrer au rôle que sont les leurs. Et je pense que ça doit être, comme nous disions tantôt, un début, ou bien ça viendra renforcer tout ce qui est en train d'être mis en œuvre en termes de moyens humains et matériels. Voilà, c'est pour ce qu'on pourrait dire sur cette question. Il nous reste une quinzaine de minutes pour aborder le second sujet. Je reviens avec vous, Elos Francis Attadé. Après la vague de réhabilitation qui a été lancée en ce qui concerne les centres de réhabilitation et construction, les centres de santé, les hôpitaux de zone sur toute l'étendue du territoire, le Conseil des ministres vient de décider de procéder de la même façon pour les structures éducatives. Des bureaux d'études ont été mandatés dans tous les départements au fin de travailler à la réhabilitation, à la construction des infrastructures éducatives sur toute l'étendue du territoire. Donc après la santé, l'éducation, on peut dire que les choses vont dans le bon ordre. Je crois que c'est salutaire. Vous savez évidemment que les infrastructures scolaires conditionnent aussi l'apprentissage. Vous savez, quand on voit la qualité des infrastructures, ça permet le maintien des enfants à l'école. Parfois, vous retrouvez des enfants dans certaines conditions où vous demandez si c'est le Bénin. Je ne veux pas parler des universités, mais je parle parce que dans certaines conditions, même aujourd'hui, c'est pas agréable, mais des efforts se font. C'est la preuve que en fait la population scolaire ou la population universitaire évolue de façon galopante. Et cela appelle des efforts soutenus pour être au fait des défis dans les différents secteurs. Je crois que pour le secteur de l'éducation, beaucoup d'acteurs ont critiqué le manque d'infrastructures, la qualité des infrastructures, parce que après une pluie, vous voyez qu'il y a des écoles qui ne sont plus fréquentables. Vous voyez que c'est des abris de fortune en lieu et place, des matériaux définitifs qui doivent être érigés pour que les enfants soient en sécurité. Et si le gouvernement en fait une priorité, je crois qu'il faut saluer le gouvernement. Et j'ai vu évidemment des efforts qui ont été engagés dans la réflexion et la réhabilitation des infrastructures sanitaires.
le gouvernement poursuit encore dans la même dynamique. Il faut aller à la mise en œuvre, à l'accélération de cette dynamique, parce que ça va permettre d'avoir des infrastructures de qualité, mais aussi de maintenir les enfants et de permettre aux personnes enseignantes d'avoir des conditions plus ou moins améliorées d'exercice de leur profession. Parce qu'il y a des gens qui veulent bien aller à l'école. C'est un peu comme une église. Quand vous allez à une église et que c'est dans des trucs branlants, ou le lendemain, c'est pas évident. Mais par contre, quand vous allez que c'est dans des bâtiments définitifs et qu'il y a le confort qu'il faut, vous croyez que le Christ est toujours là. Parce que c'est ça parfois quand c'est branlant aussi. C'est ça, en fait, c'est ça qui conditionne la foi. Et il y a aussi, non, ça joue beaucoup. Et nous avons un président qui aime le luxe. Je crois qu'il aime que les choses se fassent. Vous nous apprenez beaucoup de choses ce soir. Ah non, mais il aime que les choses se fassent et comme cela se doit. Il aime les normes. Donc, dans beaucoup de pays, on a vu que les gens respectent les normes. Et curieusement, dans beaucoup de contrées au Bénin, on voit que les normes n'ont pas été respectées comme cela se doit. Maintenant, nous sommes en train de mettre les choses au fait. Les choses étaient à l'envers, il faut les mettre à l'endroit. Pour que d'ici à... Parce qu'il a le triennal 2024, 2025, 2026 à passer. Il faut bien que pour respecter le postulat qui va sortir 2023, c'est déjà terminé. Porté en triomphe. Oui. Non, mais même en quelques jours, ça va terminer. On peut vous nommer demain, mais vous êtes en 2023. Donc non, mais déjà, le fait de lancer les travaux en 2023, c'est acté. C'est la preuve, évidemment, que c'est l'exercice 2023, une partie de l'exercice 2023 prend en compte ces travaux, donc c'est salutaire. Vous avez vu les syndicalistes débattre de leur amélioration ici, mais quand on a dit on va mettre ça en janvier, ils ont dit non, décembre, il faut mettre ça tout de suite, il faut acter pour que cette année, donc plus on démarre vite. Ça fait un anniversaire maintenant. Hein? Ça fait un anniversaire. Non, mais il faut le rappeler. Donc, je crois qu'il faut saluer cette initiative, l'accélération de la mise en œuvre des infrastructures au fait pour permettre aux enfants d'avoir un meilleur cadre d'apprentissage et au personnel d'avoir un cadre d'exercice de leur profession, puisque en situation de classe, les enseignants, je crois qu'ils sont plus à l'aise lorsqu'il y a des bains comme ça. Et puis les bâtiments qui sont construits maintenant, quand vous les voyez, c'est de qualité. Pour ce que j'ai vu depuis 2016. Je ne fais pas le procès, évidemment, aux autres gouvernements. Parce qu'à un moment donné, on a dû déployer l'armée, une partie de l'armée, pour construire des salles de classe, le génie militaire. Bon, c'était des trucs, c'était provisoire. Maintenant, nous sommes en train d'aller vers des trucs définitifs. C'était provisoire. C'est pas des appartements non plus. Voilà, Julo Tometi, l'agence pour la construction des infrastructures du secteur de l'éducation, donc sera accompagnée par 6 bureaux d'études évoluant dans les 12 départements pour, disons, quelque peu le suivi des missions d'études techniques, de surveillance, de contrôle des travaux de construction des infrastructures standards, entendez, des salles de classe, blocs de latrines, blocs administratifs, laboratoires, bibliothèques, magasins, etc. Pour cet événement, c'est la première fois que j'entends parler d'une telle étendue en fait, d'infrastructures éducatives à réaliser en même temps. Sinon, ce que nous avons, ce à quoi nous étions habitués, c'est qu'un donateur donne deux salles de classe par-ci au tel politique. Lorsqu'il veut rentrer, tel acteur, lorsqu'il veut rentrer en politique, donne 2 modules de sac. Bon, c'est pas interdit. Non, en fait, c'est pour dire quoi. C'est parce que le besoin est là et l'État ne fait pas ce qu'il doit faire et donc les autres acteurs viennent suppléer en tirant le bénéfice parfait en fait de leurs œuvres d'une certaine façon. Ouais, ce qui est en train d'être fait, ça avait déjà commencé depuis 2017. Vous l'avez remarqué lorsque vous parcourez peut-être Atlantique littoral, ne serait-ce que les écoles, d'accord, qui sont en fait dans des zones stratégiques. Vous avez remarqué, il y a des écoles, beaucoup d'écoles dans Cotonou, à Calavier et autres, qui par exemple non, même pas de clôture. D'accord. Mais à partir d'un moment donné, vous le construisez, même si c'est une seule façade, on peint la façade, d'accord, avec plâtre. Et donc, vous voyez au moins que ça représente quelque chose. Sinon, l'image que nos écoles offraient, certains vous diront, comme vous le disiez tantôt, c'est vrai, Dieu est un Dieu d'abondance, d'accord. Dieu n'est pas un Dieu de misère. Ça veut dire que à partir du moment où c'est bon, c'est frais, c'est agréable, l'assimilation aussi, celui qui est assis
sur une brique et celui qui est assis sur une chaise, ils ne sont pas dans les mêmes conditions. L'assimilation ne peut pas être la même. Donc, en fait, c'est quoi? J'ai le sentiment que ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, vous avez vu, la création de l'agence, ça remonte à 2 ou 3 ans, d'une certaine façon. C'est quelque chose qui a été pensé, mûri, d'accord? Les financements recherchés, sérieux, on sait où on va, on sait combien on peut faire. Même si, en fait, aujourd'hui, si le projet va à son terme, on ne peut pas régler définitivement les questions d'infrastructure, mais on aura atteint une bonne proportion. C'est à saluer. Et comme nous le disons dans le secteur éducatif, comme les gens vous le diront, tout est à faire, tout est à refaire. Nous sommes en train d'y aller. Donc, infrastructure, la question de ressources humaines, c'est encore plein là, nous n'en sommes pas encore sortis. Et la question d'infrastructure fait partie toujours des revendications. On vous dira comment dépeupler les salles si on n'a pas d'infrastructure, on a bien fait. On a bien envie, on a bien le personnel. Mais lorsqu'on n'avait pas de salle, vous ne pouvez pas démultiplier une salle à effectif, à pléthorique, ce n'est pas possible. Donc, il faut commencer quelque part. Et les gens vous diront, est-ce qu'il faut peut-être des enseignants avant les salles ou bien les salles avant les enseignants? Bon, je vous laisse la réponse. Je pense qu'il faut avoir les infrastructures avant d'avoir les enseignants. Vous vous rappelez que dans ce pays, il y a des images qui ont circulé, un enseignant qu'on a envoyé, un directeur qu'on a envoyé dans une école ou dans une localité du Bénin où il n'y avait rien. Quand il était venu, il n'y avait rien. Il est retourné sur Cotonou, il a coupé. On ne sait pas comment les images sont venues, on ne sait pas si les images sont vraies ou pas. Mais le fait est qu'il n'y avait pas d'infrastructure. Mais l'école existait de nom et dans le redéploiement, on ne sait pas si c'était une erreur. On a redéployé, donc l'école devrait ouvrir alors que l'école n'a pas d'infrastructure. Et donc, c'est les choses auxquelles nous avons été confrontés dans ce Bénin. Si nous en sommes là aujourd'hui, comme vous nous dites tantôt, c'est à saluer. Et moi, je dis souvent que les gens soient davantage inspirés, les gens soient davantage ambitieux, les gens soient davantage mus par le beau et l'esthétique, comme vous êtes en train de le dire, comme, comment dire, Francis Atade vient de nous révéler que le chef de l'État est friand en fait de ça. Nous venons de l'apprendre. Nous venons de l'apprendre avec D'accord, donc en prime time, les téléspectateurs apprennent aussi avec lui votre annonce qui fera le tour des réseaux sociaux. Donc nous espérons que d'ici un an, 2 ans, nous voyons en fait ces infrastructures sorties de terre pour le bonheur de l'école béninoise. Voilà, merci beaucoup. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter, on a fait le tour des questions sur la l'avenir table. de l'école béninoise qui se joue. Je crois que le gouvernement a fait le bon choix. Nous allons avoir des équipements de très bonne facture et des salles de classe adéquates, répondant aux normes, mais aussi il faut avoir le personnel pour accompagner l'apprentissage. Et le gouvernement a bien fait de faire le diagnostic, de voir le gap et de déployer, je crois. Donc il faut qu'on aille à l'amélioration des conditions des enseignants pour qu'en situation de classe, qui donne le meilleur. De même, voilà. Juste pour finir, peut-être ça vous fera plaisir, parce que ce Conseil des ministres n'a pas que taillé une part aux militaires, parce que il y a quand même le Conseil des ministres a annoncé les modalités de reversement et de reclassement de 234 fonctionnaires de police dans le corps des officiers de police au grade de commissaire de police stagiaire, commissaire de police de 2e classe. Donc voilà, ils sont à la fête aussi. Félicitations. Merci Eloge Francis Atade, je rappelle que vous êtes analyste politique et expert en gouvernance. Merci. Et Julio Tometti, analyste politique, juriste, gérant du cabinet, juriste et associé. Merci mesdames et messieurs, nous en arrêtons là pour le compte de ce jeudi 30 novembre 2023. Demain, un autre jour, un autre mois, on va vous souhaiter bon mois de décembre, surtout qu'on rentre dans la période des fêtes. Demain, nous nous retrouvons pour d'autres développements dans le grand soir. Mais en attendant, vous pouvez toujours revivre nos échanges de ce soir sur notre chaîne YouTube ETélé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte X ETélé Live. Et bien évidemment, continuez par nous suivre via notre application ETélé Bénin. Merci de nous avoir suivis.